Bonjour à toutes et à tous, le docteur Pascal Morel et moi-même sommes heureux de vous retrouver à Santé Expo pour cette édition 2022 sur le plateau TV de FHF Direct. Pascal, je présente nos invités. Voilà, Madame Cécile Lambert, vous êtes directrice générale à la Direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé. Et le docteur Paul Garassus, vous êtes président de l'UEHP, l'Union européenne de l'hospitalisation privée. Et j'ajoute que vous êtes neurologue. Nous allons parler avec vous de l'Europe de la santé, Pascal. Oui, alors c'est un sujet évidemment important. C'est un sujet, on pourrait dire, émergent depuis longtemps. Mais on voulait, avec Christelle, effectivement essayer de voir comment s'opère cette idée de l'Europe de la santé, après notamment une période très terrible et particulière que nous avons connue, traversée, la crise sanitaire, et qui a peut-être d'ailleurs redonné un certain enthousiasme à l'idée de l'Europe. Et puis, comme nous sommes évidemment ici à Santé Expo, on va surtout parler des établissements de santé. Alors, il y a, ce que les Français savent bien, la France préside encore pour quelques jours, quelques semaines, l'Europe. Alors, si vous voulez bien, peut-être vous d'abord, Cécile Lambert, puis ensuite vous, Paul Garassus, nous donner quelques repères de ce qui s'est passé dans ces dernières périodes. Alors, on peut aller peut-être depuis la crise du Covid, mais surtout dans cette période de ces 6 derniers mois de présidence de la France, de présidence de l'Europe par la France. Quelques repères, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors peut-être ce qu'on peut rappeler très rapidement en préambule, je pense que tout le monde le sait, c'est que la santé, c'est une prérogative des États membres, une prérogative nationale, où il n'y a pas eu de transfert réellement de compétences ou de prérogatives à l'Union européenne. Depuis 2006 pour autant, depuis la présidence finlandaise de 2006, de nombreuses initiatives ont été prises pour articuler ces champs de responsabilité nationale et puis le champ communautaire qui apporte des opportunités très spécifiques évidemment à l'Europe en matière, et on va en parler, de coopération évidemment entre les pays, entre les professionnels et les établissements. La crise évidemment du Covid a été un puissant accélérateur de ces démarches. Et ce qui se passe en ce moment dans la présidence française, à l'occasion de cette présidence française, c'est la suite, c'est la prise en compte des enseignements de cette crise. L'Union, évidemment, a prouvé, l'Union européenne, les pays de l'Union ont prouvé que l'échelle européenne était adaptée pour riposter aux menaces sanitaires, pour travailler sur la restauration de l'autonomie stratégique européenne en matière de santé, sur le numérique en santé, et pour porter une stratégie ambitieuse pour que les États membres, ensemble, soient mieux outillés pour répondre à la crise. Mais je vous coupe, Ouais, Madame Lambert. bien sûr. Est-ce que l'on peut, pour qu'on ait un dialogue, si vous le voulez bien, sûr. l'idée, vous avez le sentiment que les pouvoirs publics nationaux et européens ont pris la dimension de leur responsabilité. D'ailleurs, il y a une agence nouvelle, ERA, sur le modèle d'ailleurs un petit peu du Barda américain. Donc il y a une prise de conscience au niveau des États de la nécessité d'agir. Mais ma question était, notamment pour vous, est-ce que sur les directions dans chaque pays, est-ce que des directions générales de l'offre de soins ou équivalent, est-ce qu'il y a la même prise de conscience de l'intérêt de modifier les choses et de faire plus d'Europe? Et après, je vous poserai la question sur les citoyens. Mais peut-être vous, au niveau des directions nationales, des ministères nationaux. Oui, alors je pense qu'on a vu le bénéfice de cet échelon européen dans la gestion de crise. Gestion de crise qui a, vous le savez, bousculé énormément notre système de santé, qui a challengé ces acteurs, qui nous a mis sous une pression immense. Et on a bien vu que l'Europe, c'était un cadre adapté pour faire émerger des solutions nouvelles. Par exemple, en structurant la politique d'approvisionnement des vaccins, ça c'est évidemment l'évidence absolue. Et en équipement de protection individuelle, les masques, etc., qui ont fait, et vous le savez, défaut. Fait débat, oui. Voilà. Et puis, par exemple aussi, pour mettre en œuvre une solidarité vaccinale à l'égard des pays tiers à bas moyens revenus, par exemple. Et puis aussi, tout simplement, pour inventer des dispositifs communs, interopérables, par exemple sur le certificat vaccinal ou le certificat de test, etc., de statut vaccinal ou de statut
virale, avant que les vaccins soient là, pour pouvoir continuer à circuler au sein de l'Union européenne, tout simplement. Et donc, on a quand même des systèmes qui communiquaient et qui permettaient à un Européen de faire valoir ce certificat partout en Europe, ce qui est quand même extraordinaire quand on parle d'une donnée de santé avec toute la sensibilité, évidemment, de cette donnée. Donc, je pense qu'on a évidemment vu l'avantage de ce cadre européen, la force de frappe que la Commission européenne pouvait avoir dans des négociations avec des industriels de santé, des laboratoires pharmaceutiques, à un moment où la compétition pour l'accès aux vaccins, l'enjeu du prix, etc., était énorme. Et donc, évidemment, réfléchir à l'échelon européen, c'est majeur pour être plus fort dans ces négociations-là. Paul Garassus, effectivement, cette coopération, comment vous la voyez, vous, justement, suite à ces différentes crises Alors, la première chose, il y a le point de vue du citoyen, c'est fondamental. Il y a le point de vue législatif, et Madame Lambert l'a précisé, on est encore sous le traité de Lisbonne avec la subsidiarité des systèmes de santé qui appartient aux États membres. Ceci étant, moi je retiens deux choses dans les deux crises successives récentes, la seconde n'étant pas terminée. La première, c'est une crise de confiance du citoyen qui cherche à avoir une solution, et l'Europe a été frappée avec une réaction qui est très importante à mon sens, qui est celle de la solidarité. Et ce que Mme Lambert vient de préciser sur l'accès aux vaccins, sur la communautarisation des outils, cela a montré que la dimension européenne prenait tout son sens en termes de coopération, ce qui ne veut pas dire de subsidiarité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a été un système vulnérable. Et dans ces cas-là, on se rend compte que les ruptures d'approvisionnement, ça a été cité, les difficultés de mesures de santé publique, la nécessité d'avoir un outil commun, une agence commune, etc., ont été des prérogatives fortes de dimension européenne. Notre fédération a 30 ans d'existence et c'est un sujet qui nous anime donc depuis longtemps. Et là, on voit très clairement que cette régulation sous contrainte fait tendre vers une organisation communautaire renforcée. Donc il y a encore des étapes, on est propositionnel, mais en même temps, on se rend compte que face aux agressions extérieures, l'Europe solidaire est un avantage. À nous de le développer et à nous de le renforcer. Et juste une petite réflexion complémentaire sur la crise Covid. Dernière chose très utile que l'Europe nous a apprise, la réponse était régionale. Elle était ni nationale, certes pan-européenne en termes d'organisation, mais les foyers épidémiques étaient régionaux. Et la coopération transfrontalière a fonctionné. Et ça, c'est un superbe exemple d'utilité des coordinations européennes. On pourrait en venir, si tu veux bien, peut-être sur les fonctionnements des établissements, c'est-à-dire opérationnellement. On pourra peut-être revoir un petit peu comment les citoyens vivent ces évolutions. Mais enfin, sur les établissements, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une idée? Je sais que vous avez mis en place, les uns ou les autres, ou je ne sais qui, un label européen. Vous pouvez nous en parler, Madame Lambert? Oui, bien sûr. Alors, ça fait partie des initiatives proposées par la France dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Peut-être pour resituer le contexte de cette proposition qui a été faite par Olivier Véran. Elle a été faite à l'issue d'une conférence qui portait sur la résilience des systèmes de santé de l'Union au service de la coopération à l'échelle européenne. Donc une conférence qui a réuni les ministres de la Santé européens et la commissaire à la Santé à la Commission, Stella Kyriakides. L'idée de ce label européen, c'est de créer un réseau d'établissements solidaires et qui partagent un cadre d'expertise, qui partagent l'expertise, potentiellement qui partagent évidemment dans un cadre sécurisé des données autour de patients spécifiques, qui partagent des professionnels, pourquoi pas, et qui vont, par cet engagement, être labellisés et rejoindre un réseau. Notre source d'inspiration, même si ce n'est pas un modèle qui peut en tant que tel servir au label sans qu'on le bouge, c'est le réseau Maladies Rares, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Évidemment, pour les maladies rares, on a intérêt à mutualiser l'expertise, puisque les patients sont peu nombreux. Les experts, les professionnels experts sont donc peu nombreux également. Et si on mutualise les données sur les patients qui sont partout en Europe, on progresse. La science progresse, la science médicale progresse. L'idée de ces réseaux, c'est donc de travailler cette mutualisation pour apporter la meilleure expertise et l'action du professionnel là où les patients vivent. Et non pas en faisant déplacer le patient, mais là où les patients vivent.
ça passe aussi par le partage d'informations, les systèmes d'information communs, Madame, etc. On en est où là? Donc le label, il a été lancé. Enfin, dites-nous où on en est et quel type d'établissement ça touche? C'est-à-dire des petits, des grands, quels sont leurs intérêts? Enfin, on voit les intérêts, mais enfin, comment on passe l'opérationnalité? Comment on passe de la bonne idée à l'acte? C'est une question difficile, évidemment. C'est notre Mais enjeu. Je vous remercie d'être venu voilà. pour nous expliquer. C'est la question qu'on se pose en ce moment. D'abord, cette proposition de la France, c'est une proposition, elle doit être travaillée avec les autres États membres. Donc là, concrètement, très concrètement, les équipes qui sont dans le public là aujourd'hui de la DGOS ont des discussions avec leurs homologues des ministères de la Santé des autres pays pour partager sur nos propositions et pour voir si nous pouvons faire émerger une vision commune. Donc on a parlé aux Italiens, aux Suédois, aux Slovènes, aux Belges, etc. Bientôt aux Tchèques qui vont prendre le relais, qui vont présider l'Union bientôt, pour voir ce qui peut les intéresser dans cette première proposition. Nous, on espère que ça aboutira donc à une action conjointe dans le cadre du programme EU for Health. Je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, en 2023. Mais je voudrais revenir, et dans ces échanges, on voit que le point d'accord majeur entre les pays, c'est quand même de travailler sur les zones transfrontalières. C'est vraiment cette Europe des régions qui émerge avec des établissements qui ont potentiellement un potentiel de recrutement de patients ou de couverture de la population qui dépasse les frontières. Voilà. Mais ça pose des redoutables questions. C'est-à-dire, les patients sont assurés dans un pays. Bon, en Europe, il y a des systèmes de reconnaissance, mais voilà, comment ça se traite? Comment les données du patient suivent? Est-ce qu'on a une exigence en termes d'expertise socle commune ou de pratique commune des professionnels? Ça pose directement ces questions. Paul Garassus, justement, comment se porte l'hospitalisation privée en Europe? Comment ça se passe? Alors c'est le seul secteur qui est en croissance, avec deux composantes, à savoir tous les hôpitaux travaillent plus, mais avec moins de lits. Donc il faut une stratégie d'investissement productif. Je reviens 2 secondes sur l'ambition d'un hôpital non pas commun, mais de partager les bonnes pratiques et des engagements qui sont au service du patient. Alors on a publié, je le remettrai volontiers à la presse, un certain nombre d'initiatives qu'on a déjà présentées au Parlement européen en faveur d'une hospitalisation au service des populations, mais aussi d'une efficience médico-économique. Et autour de cette performance, c'est bien évidemment l'esprit coopératif qui nous anime. Alors, pas seulement dans les pays qui sont l'ouest de l'Europe, avec des systèmes de santé stables, anciens et bien financés, mais aussi pour diffuser ces pratiques sur des pays, je vais dire, hélas, avec moins d'offres de soins disponibles. C'est vraiment une ambition que l'on porte, nous, c'est de faire diffuser ces bonnes pratiques. Alors, notre expérience en dehors de ce projet très encourageant d'hôpital européen, il y a une dizaine d'années, on avait déjà participé à une joint action qui est la Patient Safety and Quality, qui était une très très belle initiative pan-européenne d'animation de critères qualité auxquels on avait collaboré pour justement définir des standards et des pratiques utiles. Avec Madame Werner ici présente, on a travaillé sur le circuit des déchets, parce qu'on est très engagé sur les Green Hospitals, c'est-à-dire de développer une éco-responsabilité du secteur de santé. Et on a choisi 12 thèmes qu'on présenterait à l'occasion, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, qui sont des sujets partenaires structurants de l'offre de soins de demain. Et puis je vais boucler avec le sujet et je vais faire un petit travail de journaliste parce que l'initiative française ce semestre, alors en tant que Français, même si je suis qu'un Européen, en tant que Français, j'ai trouvé ça remarquable. La France a pris à bras-le-corps le sujet de la santé. Et par rapport à... Alors on va faire quelques critiques pendant qu'ils ne nous écoutent pas. Président slovène avant, président tchèque, on attend un petit peu de savoir quelles seront les initiatives santé. Mais vraiment, on a été conviés plusieurs fois à participer aux données de santé, l'éthique des données de santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle à venir dans la gestion des flux patients. Ce sont des réformes majeures pilotées actuellement par la France et dont on espère vraiment voir l'aboutissement pratique sur le terrain, alors à la fois en développement médico-économique, en sécurité, vis-à-vis de la cybersécurité, de la privacy pour les patients, c'est-à-dire développer une offre de soins moderne utilisant les données de santé. Parce que une fois qu'un pays, alors peut-être tant mieux si les choses se sont bien passées avec la France, cocorico. Pour autant, après, c'est obligatoirement pris par les structures européennes classiques ou par la nouvelle présidence. Comment ça va se passer? Cécile Lambert et puis Paul Garassus. Alors honnêtement, je ne sais pas.
vous répondre. Je suis désolée sur la suite et sur ce qu'on peut envisager à l'occasion de la présidence tchèque. Je n'ai pas de perspective à donner aujourd'hui. En revanche, l'avenir de notre initiative, de l'action conjointe, je pense qu'elle va durer. Ça va nous permettre d'obtenir des financements pour soutenir la démarche dans le temps. Évidemment, ce serait mieux que le relais soit pris au plus haut niveau politique par la présidence. On va vous soutenir parce que c'est Voilà. c'est tellement un sujet auquel on tient. Deuxièmement, il y a des fonds européens sur le programme One Health auquel on va concourir. Nous, les autres acteurs de terrain, pour développer cette initiative. Je le redis, c'est une impulsion, mais elle est tellement remarquable. On a eu tellement de plaisir à être sollicité positivement pour y participer qu'on ne peut l'encourager et former les vœux. On est des aiguillons parfois un peu pointus, mais ce sujet-là, il nous tient vraiment à cœur. Oui, on voit bien, mais pour reprendre ce que vous avez dit, que les maladies rares, c'est quelque chose qui est assez connu en réalité de l'apport de la communauté globale au sens large, non ? Alors évidemment, mais là on va multiplier ça de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'on sort d'un réseau qui est remarquable, que le monde entier nous envie par rapport à l'Europe. Le réseau maladie rare. Oui, c'est une exception au monde entier. Je voulais après vous parler d'autres sujets. Et oui, c'est évidemment... Par exemple, c'est quoi les... Mais c'est toutes les données de santé sur les bonnes pratiques, sur le patient traceur, l'accompagnement de critères de résultats, de critères de qualité. Tout ça est basé sur de l'information. À partir du moment où on pousse dans le système des outils qui nous permettent à la fois le recueil et la comparabilité, on est en position de diffuser et de favoriser les bonnes pratiques. Paul, je vous ai souvent interrogé sur le sujet. Je suis un peu surpris que vous ne nous disiez pas l'apport principal de l'Europe, c'est la lutte sur les épidémies. Ni l'un ni l'autre ne l'a dit. Pourquoi ? On peut être critique ? Oui. On avait un organisme, et vous revoyez les plans de 2018 en cas de pandémie. Ces plans-là, européens, j'entends d'européens, n'ont pas été suivis. Ça veut dire que la crise a dû remodeler les organisations en interne en boostant les coopérations. Mais ce n'était pas tout à fait prêt. Donc l'Europe de la santé, elle se forge aux épreuves. Et celle-ci que l'on a vécue douloureusement chaque État membre, et en coopération, et ce n'est pas fini, va nous démontrer l'absolue nécessité d'une coopération, parce que le virus, il n'a pas de frontières et que les réponses n'ont pas de frontières. Donc de ce fait, ce qui est notre engagement, nous, ici, c'est de trouver, en tant que force de terrain, les propositions utiles à diffuser les outils nécessaires au pilotage. La gouvernance appartient bien évidemment au gouvernement. Je peux, Christelle, encore une question ? Bien sûr. Oui. Alors, on sait bien. Non, mais Christelle m'a invité parce qu'elle sait que c'est un sujet qui m'intéresse. J'abuse, chère consoeur. Pas du Je tout. continue. Non, mais on sait bien qu'en Europe, il y a des pays plus europhiles que d'autres. Et donc, est-ce que tout le monde est à peu près convaincu que sur ce sujet-là de solidarité, il n'est pas impossible, il faut dire les choses telles quelles, que par exemple, la Hongrie ne sera pas, voire la Pologne, elle peut être hostile à quelques idées de politique générale, militaire, etc. Mais peut-être que sur la santé, elle est plus enthousiaste, non ? Pascal, vous Allez-y. êtes trop savant. Sciences Po a dû vous déformer. Pourquoi ? Quand je vais en Hongrie, la Hongrie fait de la e-prescription, la prescription électronique. On a rencontré le gouvernement hongrois il y a 4 ans. Et je le regrette, il nous donne des leçons d'efficacité sur ce point technique. Moi, je suis un technicien de la santé. Bien évidemment, je m'invite aux débats sociétaux. Mais il y a des expériences positives, à nous de les colliger pour les faire croître. Et c'est mon action. Est-ce que je peux me permettre Et je une vous en prie, réponse ? Peut-être pour dire que la présidence française de l'Union européenne va certainement se clôturer sur un accord, sur un nouveau règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé. Donc on a, nous, le bon espoir de conclure la présidence française sur cet accord qui montre finalement une convergence et un accord de l'ensemble des pays sur les nouvelles modalités de coopération pour répondre à ces menaces sanitaires qui peuvent frapper le continent européen dans son ensemble. Moi, je pense qu'on sort quand même renforcé dans la coopération européenne de la crise. Bien sûr, des modèles sociétaux, sont différents à travers l'Europe. On n'est pas non plus les héritiers des mêmes traditions en matière de modèle social ou de modèle de sécurité sociale entre... voilà, le modèle plutôt anglo-saxon, le modèle un peu allemand, bismarckien, et puis les modèles aussi des anciens pays de l'Est avec une étatisation plus forte, évidemment.
Mais malgré évidemment ces spécificités qui nous marquent encore aujourd'hui dans notre organisation, aujourd'hui, je pense que les États sont profondément fédérés autour du renforcement de leur coopération. Moi, je vous dis, je ne dis plus rien, mais c'est encourageant. Je vous invite quand même également à parler des hommes et des femmes, c'est-à-dire des jeunes, et notamment d'Erasmus, parce qu'en santé, Erasmus est très sous-développé. Et dans les facultés de médecine, nous ne cessons de le constater et de le dire. Voilà, j'espère que ce sera un de vos chantiers futurs. Merci Christelle pour moi. Merci à vous deux. Merci Pascal. Merci et beaucoup. puis restez avec nous, d'autres invités arrivent.